salon de l'Association des écrivains belges, nous avons profité de ce cadre magnifique pour un petit peu faire connaissance. Qui est Timothéo quand il a 16 ans? Quand il a 16 ans? Quand il a 16 ans. Quand il a 16 ans, il rêvait d'être artiste. Déjà? Oui. Pourquoi il y avait déjà des artistes dans la famille? Non, mais beaucoup d'admiration pour les artistes. Mon père était assureur, ma mère était formidable, et il y avait une espèce de culture de la culture, une espèce d'amour de la culture et des artistes. Mais personne n'a jamais fait son métier, donc c'était difficile à imaginer même. Donc mes parents auraient préféré que je sois instituteur ou un métier normal. Dans quelle région on est là? Ici à Bruxelles. À Bruxelles. Dans le quartier de Stockholm, oui. D'accord. Donc déjà une envie de découvrir les planches. Oui, et alors à 16 ans, j'ai été apprendre à jongler. Dans le tout début de ce qui est maintenant l'école de cirque de Bruxelles, j'ai appris à jongler. Le lendemain, j'étais dans le couloir de la gare centrale pour aller jongler, montrer aux gens ce que je savais faire, et passer mon chapeau. Et Dans quelles années sommes-nous? 82. En 82. Oui. Et je suis parti, j'ai fondé un premier tout petit cirque de rue avec mon meilleur ami de l'époque, j'étais en réto. Et mon meilleur ami c'était François, et avec François on est parti en tandem avec de quoi jongler, faire du monocycle, aller faire des numéros, et cracheur du feu, et faire du spectacle de rue. À 17 ans, j'ai commencé à faire du spectacle de rue. Ça devient déjà l'alimentaire, ce qui permet un... Non, pas du tout. Pas du tout. Oh non. Pour l'alimentaire, qu'est-ce qu'on... Alimentaire, heureusement que mes parents étaient là. Ah d'accord. J'étais encore étudiant. Des études de quoi? Alors, j'ai fini ma réto, et comme je voulais faire du spectacle, vraiment c'était mon rêve, sans connaître vraiment le milieu, je me suis dit, spectacle ça veut dire théâtre, donc je vais faire l'IAD. Et j'ai fait 1 an d'études à l'IAD théâtre pour devenir comédien. Tu n'as pas rencontré Roland Thibault, par exemple? Non, Roland Thibault. D'accord, tu as la roulotte théâtrale maintenant. Oui, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas rencontré. Voilà, donc tu as fait... Et donc j'ai fait 1 an à l'IAD. Et au bout de cette année-là... Il faut dire qu'il est né en 48, donc c'est une autre époque. Peut-être prof, peut-être que je pense, je me demande s'il n'a pas donné prof. Je dis en plus s'il n'a pas donné cours, c'est possible. Enfin voilà, donc l'IAD ensuite. Et alors, à l'IAD, après 1 an, on me dit, oui, tu as un corps, tu as une voix, tout ça, mais artiste, tu pourrais être artiste, mais comédien sûrement pas. D'accord. Et donc j'ai plutôt décidé d'être comédien et de continuer. Et j'ai été jouer dans la rue chaque fois que c'était possible. Mais les études que j'ai continuées alors, j'ai été faire Saint-Luc à Liège, dans une école, dans une section qui n'existe plus. C'est une section qui s'appelait animation culturelle. C'est-à-dire que pour devenir des animateurs culturels, il fallait avoir en main autant de techniques que possible. Sur 3 ans d'études, on touchait à la poterie, au tissage, et aussi à fabriquer des marionnettes, ce qui m'a beaucoup intéressé, fabriquer des masques, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, des costumes, faire la couture, faire toutes sortes de choses avec ses mains, pour pouvoir donner plus tard des ateliers. Mais je n'ai pas donné d'atelier, j'ai tout de suite utilisé ça pour en faire des spectacles. Un autre personnage, mais un peu plus âgé aussi, qui est de mon âge aussi, c'est Bernard Kitiot. Oui, voilà, je dirais un peu. Qui est un grand monsieur aussi, qui est aussi un manuel. Oui, voilà. Quel intellectuel aussi. Oui, le vitraux. Mais oui, il faut joindre les deux. Moi, je me sens bien de pouvoir joindre les deux et de ne pas se cantonner ni dans l'un ni dans l'autre et de prendre la vie à tout ce qui est la chair, tout ça. La rue, c'est bien, mais le théâtre, c'est quoi? Les planches, c'est où? Alors, dans la rue. Dans la rue. Ah oui, toujours dans la rue. Ah oui. Toujours artistique. Oui, vraiment. C'est là que se situe la vie, c'est là que les cœurs battent, c'est là que je veux jouer. C'est ce que dit toujours aussi un autre de mes amis qui fait de la guitare, lui c'est Luc Drey, qui est un chanteur de rue aussi, dans le métro, il est facteur. Oui. Mais c'est un artiste, auteur, compositeur et tout, mais c'est un facteur. Et lui c'est toujours la rue, c'est la rue, rarement. Il fait aussi, dans les Ardennes, il y a quelques festivals. Oui, tout à fait, il y a des festivals de théâtre de rue, des festivals de spectacle, tout ça, bien sûr. Donc c'est une passion alors. Tout à fait, c'est une vie, quoi. Oui. C'est un état. Je ne sais pas dire autrement. C'est un état. C'est comme ça. Je joue dans la rue et je fais mes spectacles de rue. Alors ça demande de répéter pendant l'hiver, de préparer le matériel, tout ça. Et dès que la belle saison commence, paf, on y va. Et donc ça fait maintenant 35 ans que je fais ce métier-là, mais pendant une longue période, j'ai rencontré celle qui était ma femme pendant longtemps, Geneviève, quand j'étais à Saint-Luc. Elle était étudiante aussi. Et à deux, on a fondé la Compagnie des Chemins de Terre, Compagnie Théâtre de rue. Et on a travaillé à deux ensemble pendant presque 30 ans. Et puis, à notre séparation, moi j'ai repris la compagnie et je continue à jouer. Donc encore maintenant, je serai à Chasse-Pierre cette année-ci, je fais des... Et justement, notre ami Luc va arriver chaque année, il est à Chasse-Pierre. Ah, c'est Luc qui joue de la guitare dans la rue. Oui, je me souviens. Il n'a pas beaucoup de cheveux, lui. Voilà, un peu à Léo Ferré, là. Voilà, c'est un homme qu'on aime bien, qu'on a reçu régulièrement, soit chez moi en causerie. Donc,
ou alors lors de roulades littéraires corsées. Il y a un restaurant corse en bas de chez moi, on rassemble quelques amis, et là, il y a une interview qui se fait. Donc théâtre de rue, d'accord. Oui, vraiment, c'est mon métier. Une écriture. Alors, l'écriture vient très tôt. Moi, j'ai des souvenirs de mon école secondaire quand j'étais... Attends, première secondaire, il y avait un souvenir qui me touchait, deux souvenirs qui se croisent et qui sont touchants, enfin qui me retouchent longtemps après. D'une part, l'examen de rédaction de fin d'année. Et le prof dit sujet libre, et si vous voulez, vous pouvez écrire en vers ou en prose. Moi, je me dis, bah, la moitié de la classe écrit en vers, la moitié en prose, moi je vais choisir le vers. Et puis j'écris mon texte. Et au moment où on distribue les copies, après, le prof commence par les points les plus bas, ceux qui ont 4, ceux qui ont 5, ceux qui ont 10, ceux qui ont 15, ceux qui ont 19 sur 20, voilà, il est tout distribué. Sauf moi. Je dis, monsieur, vous avez oublié, moi je n'ai pas... Ah non, il y en a un. Alors, il n'y en a qu'un seul qui a écrit en vers, et il a 21 sur 20, et c'est moi. Oh. Ça m'a encouragé. Et un autre souvenir qui me touchait, c'est d'avoir écrit sur les murs. Ça, j'étais un peu révolté parce que les dîners de la campagne sont très mauvais. Donc j'écrivais sur les murs, les dîners sont mauvais. Et bien maintenant, je fais de l'affichage dans la rue. Je fais de la poésie écrite sur les murs, dans la rue, la littérature dans la rue. Et ces souvenirs-là remontent à quand j'avais 12 ans. Et ça me touche. Je me dis, ouais, tiens, les racines ne sont pas nouvelles. Nous reprenons le fil de la conversation, mais entre-temps, le nom d'artiste, il est né quand? Alors ça date de la première publication. Donc en 2005, la première publication est une plaquette chez le Tétralire. Et je cherchais un nom de plume. Et mon vrai nom étant G-E-O-R-I-S, Joris, j'ai très vite trouvé qu'en inversant de lettres, en faisant un anagramme, ça donnait Sergoï. J'aime bien cet air russe. On m'a donné des airs russes en me voyant. Mais le look est venu après ou il était peu après. À l'époque, j'avais 2 barbes. J'avais des plaquettes. Maintenant, j'ai plus qu'une seule barbe. C'est plus facile pour l'entretien. Et cette terminologie, t'as ouvert d'autres portes? Non, du tout. Non. Mais ça... C'est juste le fait, en fait, j'ai un surnom parce qu'au début, j'étais pas sûr du tout de mon travail, de la qualité de mon travail. Et donc, j'avais encore le droit à l'époque de dire, quand je présentais le livre, tiens, j'ai lu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens pouvaient dire, c'est pas terrible. Alors je peux répondre, oh, je sais pas, oui, c'est un type de train russe, un truc comme ça, un nom pareil. Et si les gens aiment bien, je disais, ah oui, mais c'est moi, regarde, c'est mon nom. Je ne sais même pas si j'ai enclenché la caméra. On va regarder. Pas de souci, voilà, ça fait partie du chose. Mais bon, c'est très amusant, quoi. C'est très amusant. Voilà, donc du coup, alors, parce qu'à ce moment-là, j'avais un peu une vie de comédien, et comme mon nom était sur les programmes et tout, c'était mon vrai nom, quoi, qui était un peu partout, et une vie d'écrivain, de poète, de poésie, de littérature, et il a fallu du temps pour que les deux se joignent. Au début, vraiment, c'était soit je suis comédien, je porte mon vrai nom, soit j'écris de la poésie, et je fais une dizaine de livres sous le nom Timotheo Sergoï. Et l'éditeur français Transboréal, quand j'ai sorti le Triomphe du Saltimbanque, il m'a dit ça, il faut le faire sur votre vrai nom, parce qu'après le spectacle, les gens viennent vous parler de votre métier de comédien. Si vous voulez vendre le livre après le spectacle, il faut mettre le vrai nom. Et je trouve qu'il avait raison. Donc ce livre-là est paru sous mon vrai nom, le Triomphe du Saltimbanque. Et puis après, il m'a demandé de faire le Blaise Cendrars. Bonne idée, moi j'écris, je travaille, et je dis, mais celui-là, j'aimerais bien le faire sous le nom de Timotheo Sergoï, ça n'a rien à voir avec ma vie de comédien. Et il m'a dit, mais non, on a déjà un nom, il faut garder le même nom dans toute la collection, sinon ça n'ira pas. Donc celui-là est encore paru sous le nom de Stéphane Joris. Mais sinon, maintenant c'est Timotheo tout le temps. Ça fait une carrière de combien d'années, ça, maintenant? D'écriture? Oui. Ou bien d'écriture? Écriture, c'est en 2005, les premiers, donc ça fait 15 ans. D'accord. Ça va vite, 15 ans. 15 ans, 15 livres à peu près. 15 ans. Un par an? Ou bien il y a un challenge, même pas? Non. C'est les voyages, c'est le déplacement? Oui, c'est suivant les rencontres, suivant
les envies, les besoins de « oh, j'ai un super projet, je vais essayer de trouver un éditeur pour tel ou tel projet ». J'ai pas d'éditeur attitré. D'accord. Dans un autre entretien, tu parlais évidemment des carnets de voyage. Oui. Carnet de voyage, évidemment, c'est somptueux de pouvoir, non pas comme tu l'as dit, décrire les petits oiseaux et les petits arbres, mais c'est justement parler des choses qui te marquent. Donc, oui, ce que je disais tout à l'heure, et qui me semble important, c'est de ne pas dire « lever à 8h45, je mange du camembert ». On s'en fout. Ce qui me semble intéressant, pour revenir après, pour raconter, que ce soit autour de soi ou n'importe qui, au début c'était pour mes enfants, je me suis dit j'ai vécu des trucs incroyables, de bien le raconter à mes enfants. Mais maintenant c'est beaucoup plus large que ça, c'est raconter à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui fait que ce pays-là est magnifique? Qu'est-ce qui fait que les gens que j'ai rencontrés sont magnifiques? Ouais. Et alors là j'avais à ce moment-là un carnet de voyage et un carnet personnel dans lequel j'écrivais mes premiers poèmes, tout ça. Puis ça s'est réuni et maintenant je tiens un journal, que je sois en voyage ou pas, je tiens un journal. Saltimbanque avec une caravane. Ça a été longtemps ça, oui. Ça a été longtemps. J'ai dormi dans mon camion, dans une caravane, dans une roulotte. Maintenant j'habite dans une péniche. Je voyage beaucoup moins loin. Je ne fais plus le tour du monde en avion. Il me semble que l'avion, il a un peu de temps d'essayer d'arrêter. Parce qu'on est en train de tuer nos petits-enfants là. Et donc je suis content plutôt de voyager beaucoup plus modestement. Et je fais chaque année une tournée théâtrale à pied. Avec mon matériel sur le dos, et on va jouer tous les soirs un spectacle dans un jardin, une maison. Cette année-ci, 2020, ça aura lieu dans le Brabant wallon. Entre Orbe, Jauge et Tubize, on va marcher tous les jours jouer. Des tournées beaucoup plus proches, beaucoup plus simples. Il n'y a pas besoin, enfin, oui, je ne fais pas du grand théâtre avec des grands décors, avec 25 comédiens. Voilà, on est deux, on a un décor très simple, et on joue proche des gens. C'est tout. Et ça, c'est le théâtre. Je vais profiter de la présence, évidemment, de notre ami Jack pour l'inviter à venir nous lire un de tes textes. C'est une façon de te découvrir. Voilà, donc je vais lire un extrait de Nicage Nini. Ne puis-je me reposer ailleurs que dans ma tombe? Ne puis-je pas poser mes pas en d'autres pieds que ces vers-là? Ne puis-je pas rester couché, encore rêver, rester enfant tout un été? Ô hommes et femmes inutiles, la pauvreté de votre langue, quelle pauvreté que votre langue d'homme, la pauvreté de votre langue ne permet pas de dire la perte des étoiles, toucher au ciel, faucher au blé, ou cueillir un fruit, pétrir la terre, dormir dehors, aimer un chien à repose-poil. La pauvreté de votre langue ne permet pas de dire la perte des étoiles. Cette volonté de tout un être, de ne plus tout à coup être, comment le dire? Putain, je suis crevé, bordel. L'homme peut faire, il peut cuivre, il acier, il ferblante, il allie, il jumelle, il turbine, il forge, il force, il forme, il s'alarme, il fond, il fonde, il fond en armes. L'homme aiguise ses dents. Reste, Jack, reste. Non, reste. Timothéo, tu viens de faire la connaissance de Jack Kagan, qui vient de découvrir tes écrits. Que ressens-tu à la lecture qu'il vient de faire des quelques lignes que tu as écrites il y a quelque temps? C'est un extrait d'un spectacle. C'est donc le... J'ai compris, oui. C'est tout un spectacle. Ça fait drôle d'entendre ça dit par une autre voix. Ça me touche, évidemment. Parce que ça prend un autre sens. C'est moi qui lis le texte dans le spectacle, donc je le mitraille un peu, et ici, je le lis plus lentement, plus posément, et en écoutant tous les mots,
c'est... Oui, moi Ça revient, je le lis comme un poème, Ah oui, évidemment. bien sûr. Voilà. Oui, Et c'est intéressant cette confrontation-là. C'est bien. Ça me touche. Parce que c'est vraiment à l'improviste, Oui, hein. c'est une découverte. Évidemment, tu as lu un texte qui pour moi est très difficile parce que si tu es pris par quelque chose, tu oublies la subtilité du mot que lui, il a écrit. Donc tu l'aperçois. Donc c'est surprenant de découvrir ce jeu de mots qu'il a employé, quoi. C'est interpellant lorsqu'on n'a pas découvert le texte avant. Non, mais ça, enfin, je ne sais pas ce que Timothée en pense, mais moi je trouve que ce sont toutes les perspectives de la littérature. Moi, j'ai un livre en main qui se présente comme un recueil de poèmes. Le fait que ce soit un spectacle que j'ignore et que je n'ai pas vu, ben, effectivement, ça met des résonances diverses. Mais effectivement, je peux comprendre que si lui l'a écrit, lui l'a joué, il en a une autre idée que celle que je lui donne, mais ça élargit le spectre. Exactement, voilà. C'est ça qui est intéressant. Oui. D'où l'importance, évidemment, que savoir que ce livre n'est pas uniquement destiné à être vu en spectacle, mais aussi à la découverte littéraire, comme Jack vient de le faire. Oui, tout à fait. On le vend après le spectacle et les gens peuvent le relire chez eux, et je trouve que c'est une manière de garder vivante et de découvrir autrement. Mais justement, mais les gens l'ont eu, ils ont eu l'image, ils ont eu le geste, ils ont le texte. La démarche est différente. Ici, il vient de vivre une autre expérience. Sans enfin, si je peux me permettre, on a un livre avec un certain nombre de blancs, je les montre, donc on peut lire page par page, alors qu'effectivement un spectacle est dans un déroulement, il commence et puis il finit, quels que soient les silences. Oui, là, c'est respiration. Les respirations, comme tu dis, qui peuvent intervenir. Bon, et effectivement, je trouve ça une idée très intelligente de faire un spectacle avec des textes de ce genre-là et de le... Bon, j'ai pas vu le spectacle, hein, donc je ne peux pas préjuger, mais je vois comment le livre est présenté et je peux imaginer comment une certaine mise en scène a pu se faire à partir de là, quoi. Oh, hommes et femmes inutiles, écoutez cette histoire, vous qui ne savez pas, vous qui ne savez plus. L'homme, un jour, apprit à creuser. L'homme apprit à labourer. L'homme apprit à semer. Bravo, Jack. Je te remercie beaucoup, Jack. Merci infiniment. Je t'en prie. Alors, Timothéo, je reprends place un peu à côté de toi. Voilà, je reviens un petit peu comme ceci, voilà. C'est un frisson, Jack Kagan. J'ai déjà assisté à pas mal de présentations d'ouvrages où l'homme commençait à trembler lorsqu'il entendait certains auteurs tenter de lire leur propre texte. Et l'homme tremblant disait, écoute, passe-moi ton bouquin, je vais lire. Tu entends la voix qu'il a, tu entends le rythme qu'il a, et c'est ce que j'apprécie, c'est une des facettes de Jack que j'apprécie aussi, c'est justement cette découverte à l'improviste d'un texte, et il le maîtrise très bien. C'est un côté difficile. Hein. L'écriture n'est pas la même chose que l'oralité, donc lire son texte, même pour un poète lui-même, lire le texte n'est déjà pas facile, parce que déjà l'écrire, c'est se mettre tout nu. Mais s'il faut le lire devant des gens, on est désemparé, on est souvent plus que tout nu, quoi. Bon, alors j'ai la chance d'être comédien, Jacques a la chance d'avoir une présence et une stature pour le dire, et la voix qu'il faut pour le dire, ben, c'est bien, c'est des beaux outils, ça. Pour que la poésie arrive dans les oreilles des gens, c'est des beaux outils, il faut profiter de ça. Qu'est-ce que tu as dans les cartons pour les mois prochains? Alors, dans les semaines qui viennent, je serai à la fin du livre avec un nouveau livre qui s'appelle Apocalypse. Et c'est un essai au ton résolument poétique sur la place du poète dans la Révolution. Une semaine après, je fais le vernissage d'une exposition à la Maison du Livre à Saint-Gilles,
À l'intérieur de la Maison du Livre, il y aura des choses, et à l'extérieur, il y a une vingtaine de façades du quartier sur lesquelles se retrouvent mes affiches, mes autocollants, des banderoles, de la poésie publique dans la rue. Ensuite, même expérience au mois d'avril à Tournu, en France, même expérience en mai à Parthenay, à côté de Poitiers, même expérience à Angy. Angy, c'est entre Oui et Liège, au mois de juin, juillet, il y a un festival des arts de la rue. Et puis une tournée à pied avec le spectacle Nicage Nini, dont Jacques a lu des extraits. Ce sera dans le Brabant Wallon pendant le mois de juillet. Et puis en septembre, une exposition à Lessines, avec aussi exposition à l'intérieur et à l'extérieur, spectacle de rue, la poésie vivante. À l'hôpital? Oui, autour de l'hôpital, autour d'un Rosé. C'est dans le quartier un peu. Oui, tout à fait. Beau bâtiment. Non, magnifique. Timothée, je te remercie pour l'entretien. Merci à vous. Bon succès à toi pour la saison Oui, qui arrive. on va faire. Et le plaisir. Merci beaucoup.